Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, celle d'Albert Johnson, plus connu sous le nom du Trappeur Fou. Donc vous allez voir que c'est une histoire vraiment incroyable, puisqu'on va voir qu'on va parler aujourd'hui d'une chasse à l'homme qui dure sur presque 2 mois et par des températures très extrêmes, puisqu'on se trouve au Canada et donc on a des températures qui avoisinent les tout simplement moins 40 degrés Celsius. Il est nommé le Trappeur Fou de la rivière Rat, donc de la Rat River en anglais, et c'est de ce mystérieux personnage qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes à propos de ce récit là. Comment est-ce que tout ça commence? On est le 7 juillet 1931, donc on est au Canada, on le rappelle, près du fort McPherson. Voilà, je sais pas du tout comment, je sais pas si ça se dit comme ça, McPherson, McPherson je pense, dans les territoires du nord-ouest donc du Canada. À ce moment là on est dans la peau de deux trappeurs tout simplement qui vont tomber sur un autre trappeur qu'ils vont appeler Albert Johnson. Donc à la base c'est une erreur. Quelques jours plus tard, donc le 21 juillet, il se retrouve au fort McPherson donc pour faire quelques provisions, et il y a tout simplement là un agent qui va lui poser des questions un petit peu sur ses activités, etc. Parce que voilà, on est au Canada, c'est un trappeur et il faut donc un permis de trappe, voilà, pour pouvoir trapper en toute légalité. L'agent lui pose des questions, etc. Johnson il répond pas trop, il essaie de pas trop dire d'informations, etc. Mais l'agent lui dit voilà, bon, moi je suis là pour te prévenir, machin. Il faut un trappeur pour que tu puisses trapper tranquillement, etc. Mais voilà, il dit rien de plus, il le menace pas ou quoi que ce soit. Donc le trappage d'animaux, pour faire un petit aparté, c'est une activité en gros qui se fait en fait dans pas mal de pays du monde. Donc là, c'est surtout réputé, bon, voilà, au Canada, etc. Pour la plupart du temps pour les peaux d'animaux, etc. Et pour la viande aussi également. Donc ensuite, Albert, il a fait ses petites courses, ses petites provisions, et ils se rend ensuite sur le territoire de trappe de la Rat River, donc de la rivière Rat, donc c'est pour ça qu'on l'appellera le trappeur fou de la Rat River, et il va construire une petite maison en rondin de bois. Sauf que là voilà, les problèmes commencent, et les trappeurs qui vont se plaindre à la gendarmerie royale que, donc voilà, les personnes qui font régner l'ordre à l'époque, donc la gendarmerie royale, il y a un trappeur, enfin qu'il y a un type qui est en train de trapper sur leur territoire alors que il n'est pas censé être là. Donc à partir de ce moment-là, il y a deux agents de la gendarmerie royale d'Aklavik qui sont censés tout simplement aller à la cabane de Jones, voilà, qu'on va appeler Jones, Albert Johnson qu'on va appeler Jones. Donc voilà, ils sont censés se rendre à la cabane de Jones pour tout simplement voilà, vérifier un permis de trappe, etc. Vérifier si tout est bien en ordre, bien en règle, etc. Mais à ce moment-là, il n'y a rien de grave, on va dire. Donc ils arrivent à la cabane, tac, toc, ils toquent à la porte, ils disent voilà, on est de la gendarmerie royale, on te veut pas de mal, machin. On a besoin de vérifier, voilà, si tu es bien doté de ton permis de trappe, est-ce que tu es vraiment censé être là, etc. Donc là, il n'y a pas de réponse, alors que pourtant, il voit vraiment que John se trouve à l'intérieur, hein, parce qu'il y a une petite cheminée, il y a de la fumée qui s'échappe de sa petite cheminée, même à un moment, il y a un des agents qui va regarder à la fenêtre et qui va croiser son regard. Donc voilà, là il est bien là, sauf que petit problème, ils n'ont pas de mandat, donc si John s'y répond pas, il ouvre pas, ils peuvent rien faire. Et donc du coup l'un des agents face à ça devra parcourir presque 130 km pour aller chercher un mandat à Aklavik, donc de là où il venait, donc un mandat pour pouvoir forcer la porte, tout simplement, puisqu'il refusait d'ouvrir. Donc le 31 décembre, quelques jours plus tard, ça y est, ils ont leur fameux mandat de perquisition. La plupart ils étaient là, ils voulaient leur réveillon du 31, machin, ils étaient là. Bon, c'est un permis de trappe, ils n'avaient pas envie d'y aller, ils n'avaient pas envie de parcourir plus de 100 km. Par des températures terribles de l'ordre de moins 40 degrés et de foutre en l'air quelque part leur réveillon, sauf qu'on va leur dire la loi c'est la loi, donc les gars il va falloir y aller, il va falloir faire une croix sur votre réveillon. Bon, du coup le 31 ils arrivent à la cabane avec leur mandat, avec plusieurs agents. Donc l'un des agents va arriver, frapper à la porte, quand un coup de feu va retentir et le toucher en pleine poitrine. Bon, à partir de là il est pas mort mais il est très grièvement blessé, donc ils sont obligés d'envoyer un traîneau donc vers Aklavik, vers l'hôpital d'Aklavik, donc le plus proche, pour espérer pouvoir le sauver. La gendarmerie royale ils comprennent pas trop, ils se disent mais pourquoi il leur a tiré dessus alors qu'il venait simplement demander un permis de trappe, etc. Donc ils comprennent pas, ils se disent bon c'est un type un peu un fou furieux, c'est un type assez dangereux. Donc à partir de là ils vont recruter un inspecteur, donc là c'est une affaire qui prend énormément d'ampleur, un inspecteur qui va prendre l'affaire sous le coup, ils vont recruter pas mal de personnes, de trappeurs, etc. pour essayer de retrouver ce type et de le faire entendre raison devant la justice, etc. Enfin de le présenter à la justice pour qu'il réponde à ses crimes.
Donc on le rappelle, quand il était venu avec plusieurs hommes pour forcer la cabane, etc., bah voilà, il y avait un homme qui avait été pris une balle en pleine poitrine, qui avait dû voilà, partir pour l'hôpital, donc du coup tout le monde était reparti, et donc là la fameuse escouade de laquelle bah, on vient tout juste de parler, ils arrivent à la cabane le 9 janvier 1932. L'inspecteur il arrive à la cabane, et il lui dit bon écoute, on est une bonne dizaine, toi t'es tout seul, donc bah voilà, ça va se passer comme ça, tu vas te rendre tranquillement et tout va bien se passer. Ce à quoi Jones répond bah, par des coups de feu, voilà, il ouvre tout simplement la fusillade. Donc à ce moment-là, il est armé d'une carabine ainsi que d'un fusil de chasse, et malgré leur large supériorité numérique, il arrive à repousser en continu les assauts menés par la troupe de l'inspecteur. Sauf que le 10 janvier, ils en ont marre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, voilà, pour prévoir assez loin, pour prévoir assez gros, ils avaient emporté plusieurs kilos de dynamite, et le 10 janvier, ils se décident à faire sauter sa cabane, son cabanon, avec la dynamite. Donc là, le toit s'envole. On rappelle que voilà, la cabane, elle est assez petite et très très compacte. Donc c'est-à-dire que c'est très compliqué, voilà, de s'approcher pour entrer dedans comme ça. Ça se fait pas en un clin d'œil. Surtout que Jones, il est très rapide, il est très furtif, il est très précis dans ses tirs aussi. Et de fait que sa cabane est assez petite, et ben il peut couvrir à peu près tous les angles sans avoir quasiment à se déplacer. Donc là, c'était vraiment un point fort à ce niveau-là. Donc voilà, ils utilisent la dynamite, le toit saute, et les murs sont dans un état, les murs tiennent partiellement debout. Contre toute attente, Albert Johnson, donc notre bon vieux Jones, bah, il survit, on sait pas trop comment c'est possible, mais il survit. Et donc voilà, là, il fait à peu près moins 43 degrés Celsius. Les chiens, les hommes sont épuisés et à court de vivres, et donc l'inspecteur doit se retirer à Klavík avec son escouade. Le 14 janvier, il y a 2 agents de la gendarmerie royale qui vont revenir à son cabanon, et tout simplement, Jones a disparu, il a pris la fuite, et les chutes de neige ont tout simplement recouvert ses traces. Et donc c'est à partir de là que les médias vont commencer à s'emparer un petit peu de l'affaire, et qui vont dire que voilà, c'est de là que vient ce nom, le trappeur fou de la Rat River. On se met plus à parler d'un trappeur dément, mais d'un trappeur déterminé et rusé. De toute façon, les gens, ils attendent un peu les nouvelles de la presse, etc. Bah, ce qui est normal, qu'il y ait une histoire qui sort assez du commun comme ça, qu'ils aient déployé tellement de moyens contre un seul homme, et que bah, tout simplement l'homme leur résiste, et pas de peu. Et encore là, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Maintenant, ils doivent chercher notre bon vieux Jones sur un territoire qui fait plus de 260 km², entre d'une part le fleuve Mackenzie à l'est et les monts Richardson à l'ouest. Donc on est le 21 janvier et ils n'ont toujours pas retrouvé les traces de Jones. À partir de ce moment-là, ils ont scindé l'escouade en deux. Forcément, les vivres commencent à s'épuiser, etc. Et il y a une partie de l'escouade donc qui doit retourner à Klavík, encore une fois, faire le plein de vivres, de munitions, etc., etc. Sauf qu'un jour, il y a un coup de feu qui serait entendu près de la Bear River. Donc là, voilà, ils se disent c'est Jones, etc. Ça les met sur une petite piste. On est désormais le 30 janvier, et Edgar Millen, donc, qui était à la tête de la deuxième partie de l'escouade, donc celle qui n'est pas retournée à Klavík, ordonne tout simplement à Jones de se rendre, ce à quoi évidemment on s'en doute. Pour toute réponse, il ouvre le feu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Edgar, ce dernier, va mourir d'une balle au cœur, donc par Jones. Malgré la mort de Edgar, tout le monde se dit c'est bon, on l'a pris au piège, etc. Sauf que avec tous les coups de feu, parce qu'on rappelle qu'ils sont une dizaine à marteler, etc., à tirer des coups de feu sans cesse, et ben voilà, dans la noirceur, dans la torpeur, dans la noirceur, et bien Jones arrive à se faire la malle en escaladant une falaise presque à la verticale. Donc voilà, Jones, il se révèle être un bûcheron, un trappeur très très malin et très très intelligent, très résistant aussi, via différentes stratégies, comme notamment en marche arrière, c'est-à-dire qu'en fait il se sert de l'avance qu'il a sur la gendarmerie royale pour parfois faire demi-tour, laisser d'autres traces pour qu'on ne sache pas réellement dans quel sens il va. Est-ce qu'il se dirige dans telle direction, ou est-ce qu'au contraire il vient de telle direction? Et il va aussi utiliser la ruse des raquettes. Pour les personnes qui savent se déplacer en raquette dans la neige, et bien voilà, on évite de s'enfoncer dans la neige, on évite des efforts supplémentaires, des efforts inutiles. Et donc il y a aussi une de ces ruses qui consiste à chausser ses raquettes à l'envers, parce que voilà, il y a un sens de chose des raquettes, ce qui fait que on croit qu'il va dans telle direction, et en fait on croit qu'il vient de telle direction, puisque les marques laissent penser l'inverse dans le sol. Il va également se servir
des traces des caribous pour masquer ses propres traces. Voilà, comme il y a énormément de traces, et tout simplement il a juste à marcher dans ces traces pour tout simplement qu'elles se fondent avec ces traces là et pour passer incognito. Ça va parfois lui arriver parce que c'est pas juste il fuit en ligne droite, c'est des fois il revient, il se retrouve parfois même derrière l'équipage qui continue, des fois il les suit, ça va même lui arriver de marcher dans les traces de pas de l'équipage tout simplement pour ne pas se faire repérer. Et en fait voilà, il se trouve que il est régulièrement beaucoup plus proche d'eux qu'il ne le pense, mais il le découvre souvent trop tard, et quand il le découvre, eh ben, il se retrouve à avoir 1-2 journées d'avance sur eux. Il est en très bonne forme physique, il est très rusé, il a le temps de chasser, de faire des feux, il arrive à pénétrer des sous-bois qui ont un air impénétrable, et il arrive à progresser rapidement, même via des conditions météorologiques, là en l'occurrence, qui mettent toutes les squads qui les forcent à rester dans le camp, etc. Et ben lui, malgré ça, malgré le froid, malgré le brouillard, malgré la neige, etc. Et ben lui, il arrive à avancer, à toujours avoir de l'avance sur cette fameuse escouade. De toute façon, Jones, il est obligé de ruser puisqu'il est seul contre tous. Et il va utiliser le terrain à son avantage à chaque fois qu'il en aura l'occasion. Et comme expliqué un ancien trappeur vétéran, c'est déjà difficile de rester en vie dans ces conditions, mais ça l'est encore plus lorsqu'on est en cavale. Bon, cette fois-ci, c'en est trop, l'inspecteur, il va demander un avion, il va demander un soutien aérien pour tout simplement retrouver les traces de Jones. Donc effectivement, voilà, avec l'avion, ça va donner un sacré coup de pouce quand même. Ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres en quelques heures, là où Jones, voilà, il est à pied, il peut pas faire ça. Et ils peuvent tout simplement repérer ces traces, et donc c'est officiellement la première fois que la gendarmerie royale utilise un avion pour une chasse à l'homme, parce que c'est à proprement parler une chasse à l'homme. C'est à partir du 5 février que le pilote sera sollicité. Comme on l'a dit, ça va permettre de retrouver beaucoup plus efficacement les traces de Jones, transporter des vivres très rapidement, des munitions, de la nourriture, etc. Là où avant il devait se déplacer en traîneau et que c'était très long et que les conditions étaient très difficiles. On est le 9 février et à cause d'un blizzard, eh bien l'avion reste tout simplement cloué au sol et les équipes, les squads restent cloîtrés dans le camp à cause du blizzard. 3 jours plus tard, la police apprendra que Jones aura donc traversé les monts Richardson, donc dans ce terrible blizzard et dont les conditions sont extrêmement difficiles. Petit aparté, mais le fameux pilote de l'avion, donc un certain Wilfrid, c'était tout simplement un as de l'aviation de la Première Guerre mondiale. Donc, le 14 février, et notre pilote aperçoit les traces qui vont mener pour la dernière fois à Jones au confluent de la rivière Eagle et Bell. Donc là, à cause du brouillard, l'avion ne peut plus voler, mais l'inspecteur prend les choses en main et il constitue un groupe de 11 hommes pour partir donc voilà, sur les ultimes traces de Jones. Ce n'est que le 17 février donc que l'avion pourra reprendre son envol. Et voilà, l'avion est dans les cieux au moment où l'inspecteur et ses hommes atteignent et sont sur le point de confronter Jones. Là voilà, on nous dit que c'est dans un virage en épingle sur une rivière complètement gelée, parce que l'on rappelle les températures sont moins 40, etc. Donc Jones, dans un premier temps, il essaye de s'enfuir, sauf que ça fait des mois, enfin ça fait 2 mois et quelques que la chasse à l'homme dure, et qu'il est face à des dizaines d'hommes, il est face à un aviateur, etc. Donc lui, il est tout seul, il n'a pas de traîneau pour se déplacer, il n'a pas d'avion pour se déplacer, il a uniquement son matériel que lui seul doit porter et avec lequel il doit se déplacer, et avec tout ça, avec les températures extrêmes, avec toutes les distances qu'il doit parcourir, eh bien, il doit faire avec pour chasser, pour survivre, etc. Forcément, il commence à s'épuiser et du coup, il renonce à s'enfuir, il jette son sac par terre et il se met à couvert derrière ce dernier et il commence à ouvrir le feu. Il arrive à toucher l'un des membres de l'escouade, mais la blessure n'est pas mortelle. L'escouade, du coup, à partir de là, commence à se répartir autour de lui. Il le mitraille, donc voilà, on le rappelle, ils sont 11 et tout le monde le mitraille, sauf l'inspecteur qui lui a pour ordre, parce qu'on le rappelle, en fait, à la base, ils sont censés le rattraper, ils sont censés l'arrêter pour qu'il soit jugé. Sauf que voilà, tout au long de l'aventure, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas que des membres de la gendarmerie royale, il y a aussi des trappeurs qui se sont joints dans le lot pour essayer de rattraper Jones, sauf que bon voilà, ces personnes-là, ils n'avaient pas envie spécialement qu'il soit jugé, etc. Mais plutôt dans un élan de vengeance, etc. Parce qu'on rappelle qu'il y a quand même eu 2 morts et un blessé, donc voilà, les personnes, la plupart de ces trappeurs-là agissaient uniquement par vengeance, donc là ils étaient 10 à lui tirer dessus, excepté l'inspecteur qui, lui, dont le but était voilà, de le ramener sain et sauf pour qu'il soit jugé. Finalement, dans les tirs croisés et dans l'état dans lequel il était, il va se prendre plusieurs balles, dont une
qui lui sera fatal. Donc voilà, le fin mot de l'histoire, quel est-il? Il retrouve sur sa dépouille, dans ses affaires, il retrouve 2410 dollars canadiens, il retrouve quelques dollars américains, quelques dents en or, etc. dont on suppose qu'il lui appartenait. Mais voilà, il n'y a aucun papier d'identité, etc. Rien qui ne prouve son identité, donc en fait finalement on ne sait pas réellement qui c'est. On appelle Albert Johnson parce que un petit peu comme ça c'est une erreur qui va lui donner ce nom de scène un petit peu. Enfin voilà, tout ça pour dire que cette histoire a pris des proportions énormissimes, sachant que à la base c'était juste un type qui voulait être tranquille. Finalement on sait même pas s'il avait un permis de trappe. On peut se dire, là on se dit évidemment bon il n'est pas de permis de trappe, sinon il aurait juste donné, il aurait été tranquille. Mais voilà, on peut se dire aussi, peut-être qu'il avait un permis de trappe et peut-être qu'il avait juste pas envie qu'on vienne le faire chier le jour de Noël, etc. Et il en a eu marre, et puis il avait pas grand-chose à perdre. Ou au contraire, il avait beaucoup à perdre, c'est pour ça qu'il a tant donné. Bah, je vous invite à creuser et à approfondir un peu le sujet, parce que là, on a fait les grandes lignes, on va dire, sinon ça aurait été assez long. J'ai pris connaissance de cette histoire-là récemment, et je trouvais qu'elle était super intéressante à raconter. Voilà, super intéressante tout court, super intéressante à raconter. Je me suis dit, voilà, dès que j'ai une histoire qui me passionne et que j'ai envie de raconter, bah on le fait. Et en ce moment, j'ai beaucoup envie de faire ça, j'ai envie de faire pas mal de choses, donc paf, on fait ça, cette petite histoire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao!